Voilà, bonjour Florence. Après de, Bonjour Alice. après de nombreuses péripéties, parce qu'on avait un mauvais son, je crois qu'on a fini par y arriver. Alors je suis très très contente de te recevoir pour cette série d'entretiens. Je suis vraiment très très, ça me rend très joyeuse de discuter avec des auteurs et donc voilà, je te vois en vrai, c'est formidable. Et puis voilà, parler de romans, c'est génial, des romans qu'on a aimés en plus. Et je voudrais préciser seulement que nous ne sommes pas là pour parler de marketing, mais uniquement de fond, de romans, d'écriture, voilà, de ce qu'on a écrit, de ce qu'on aime. Alors donc, tu as écrit de nombreuses choses, toi, et tu faisais partie pratiquement des premières qui ont publié sur Kindle en auto-édition. Et entre autres, tu t'es fait remarquer avec une série qui s'appelait Le chat du jeu de quilles. Oui, vas-y. Ouais, c'est une trilogie donc policière qui a aussi la particularité dont l'action se passe en Aveyron, donc c'est ce qui a fait un peu la particularité de la chose. Oui, Et c'est vrai que c'était une des facettes qui comptait pour moi parce que c'était du coup donner à découvrir un peu les particularités de ce département-là. oui, oui, oui. Tu mets en avant quelques coutumes, la façon d'être des gens, de la région, du village. Enfin bon, j'ai la, Voilà, tout à fait, les particularités locales. voilà. Et je dirais moi que ce que j'ai aimé dans ce premier roman, enfin dans ce roman-là que tu avais écrit, c'était le côté familier et en même temps fouillé des personnages. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert ton écriture et que j'ai beaucoup aimé cette manière que tu avais intimiste de traiter le roman policier. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Et maintenant, tu t'es lancé dans une saga qui aura, je crois, 3 tomes. Le premier, c'était Le frisson de la liberté. Le deuxième, Le poids de la colère, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Bon, le troisième, on verra. Mais la particularité de cette saga, c'est qu'il s'agit toujours d'une histoire de deux femmes. Et d'une amitié entre deux femmes, sauf que bien sûr dans le premier tome, ben, il s'agira des deux mères, mais qui sont des jeunes filles. Dans le deuxième tome, on a leurs filles qui sont devenues adultes et qui ont l'âge qu'avaient les mères dans le premier tome. Et c'est de leur amitié qu'il s'agit. Et ce qui est particulier, c'est que ces deux filles, on pourrait s'attendre, c'est une saga, donc c'est les filles qu'elles ont mis au monde, etc. Mais non, l'une de ces deux filles est une fille adoptive qui vient d'Asie. Donc ça enrichit d'autant plus le roman, bien entendu, parce que du coup, tu traites aussi des rapports de filiation, et d'autant plus eh bien, on peut dire la, entre guillemets, vraie, parce qu'il n'y a pas de vrai et de fausse dans ces cas-là, mais la mère, disons, biologique de l'une des deux filles n'a pas tellement la fibre maternelle, alors que l'autre est une femme, bon, voilà, qui vraiment, au contraire, respire la maternité. Donc c'est vraiment très très riche à ce niveau-là. Je voudrais quand même aussi préciser que ces romans, on a l'impression que donc le frisson de la liberté parle que des... Non, mais en fait, il y a énormément de flashbacks, voilà, d'aller-retour dans le passé, et notamment quand on est dans le deuxième avec... parce qu'on abandonne un peu à la fin du frisson de la liberté une fille à son pauvre sort, là. Et heureusement, dans le deuxième, alors tout d'un coup, on a un choc, on est passé aux filles, on est 20 ans après, mince, on l'a laissé là en plan. Non, il va y avoir des flashbacks et on va retrouver, et on va savoir ce qui s'était passé à la fin du premier. Donc, alors j'en ai trop parlé. J'espère que je t'ai laissé encore des choses, mais Et oui. ce que j'aimerais quand même, c'est que tu me donnes eh ben, ta façon d'abord, dont tu as, voilà, que tu nous parles toi du roman, des personnages, du thème, de la forme que tu as utilisée cette saga, voilà, que tu nous parles du poids de la colère. Alors, parler du poids de la colère sans évoquer le frisson de la liberté, c'est un peu difficile, donc je vais quand même commencer On est un petit peu obligé. par celui-là, Mm. hein, sachant que donc vraiment là, contrairement au chat du jeu de quilles où les choses se sont un peu faites au fur et à mesure sans anticipation, là la forme de la trilogie et la façon dont j'allais gérer les choses, ça a vraiment été déterminé au départ.
Donc je voulais faire une saga familiale, donc dans laquelle on puisse suivre donc deux familles pour un peu aussi varier les situations sur 3 générations différentes. Ce qui m'intéressait, c'était d'évoquer l'évolution des droits et de la place des femmes dans la société. Donc j'ai voulu prendre 3 générations différentes, donc clairement 3 époques différentes. À chaque fois, les filles ont le même âge, donc ce qui permet de mettre vraiment en parallèle les conditions de vie dans les différents cas. Et la découverte de la vie à travers là où on en est au niveau des droits, effectivement. Voilà, donc on a des jeunes filles donc de 17-18 ans qui sont au moment de la découverte de l'âge adulte, et à chaque fois j'ai beaucoup relié avec ce qui se passe dans la société française à ce moment-là. Donc le premier tome, bon, je l'ai choisi sur une année, à chaque fois c'est sur une année scolaire, puisque bon, c'est des jeunes filles qui sont en général étudiantes, qui viennent d'avoir le bac, donc sur une année scolaire. Le premier tome c'est sur 1967-1968, donc pour finir un peu sur le mois de mai 68. Donc là, on a Jacqueline et Marivonne, donc les prénoms évidemment sont adaptés à l'époque, qui donc découvrent la liberté dans la ville de Montpellier. Donc on les suit sur une année et effectivement, on les laisse un peu en plan entre guillemets à la fin de cette année-là. Et dans Le poids de la colère, donc qui lui a lieu 18 ans plus tard. Donc sur l'année 1986-1987, on retrouve leurs filles. Alors effectivement, il y en a une, Isabelle, la fille de Jacqueline, qui est sa fille biologique, et Elena, la fille de Marivonne, elle est une enfant adoptée. Oui. Alors, ce qui est très particulier dans cet entretien, c'est qu'on ne peut pas dire grand-chose, non, mais parce que sinon, on va spoiler des choses importantes. Notamment ce qui concerne donc Jacqueline et sa fille, et donc c'est un peu dommage qu'on peut pas vraiment se laisser aller, mais c'est vrai que le côté droit des femmes je voudrais quand même dire qu'il s'agit pas, c'est pas un livre, oui c'est un livre engagé, mais c'est pas un livre pédagogique ou voilà qui essaye de démontrer quelque chose, mais plutôt de saisir un moment de l'histoire. Avec un grand H, de l'histoire des femmes. Voilà. Et puis de donner à voir aussi les situations de l'époque. Parce que, bon, même les fins des années 60, c'est pas si ancien que ça. Mais pour des jeunes femmes qui aujourd'hui ont la trentaine, ça paraît vraiment extrêmement loin. Et bon, c'était quand même une de mes motivations aussi. Parce qu'en fait, d'où est venue toute cette histoire, il y a eu un petit élément déclencheur quand même. C'est une amie un jour qui m'a raconté comment ça s'était passé pour elle quand elle avait pour la première fois demandé une contraception à son médecin en 1968. Et j'avoue que quand elle m'a raconté la façon dont ça s'était passé, j'ai été assez scotchée parce que moi-même, je n'imaginais pas comment les difficultés que cela pouvait être à cette époque-là. Donc c'est quelque chose qui m'a marqué et qui m'a donné envie de construire toute cette histoire. Oui. Alors effectivement, il n'y a pas une volonté vraiment pédagogique ou quoi, c'est vraiment donner à voir comment les choses étaient pour se rendre compte et puis aussi amener à la réflexion. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de lectrices, notamment parmi les plus jeunes, qui m'ont fait des retours dans ce sens-là, en me disant que cette lecture, en plus de l'intérêt de l'histoire, parce qu'on on essaye de faire des personnages qui soient attachants, auxquels on a envie de, c'est le cas. qu'on a envie de suivre. Il y a aussi ce côté-là, ce background historique qui fait que on apprend des choses. On apprend des choses. Et c'est vrai que les jeunes générations, je parle lentement parce qu'il y a un écho, je ne sais pas si tu l'entends. Je l'ai entendu un peu, ouais. Donc je vais parler le moins possible. Voilà, je vais te laisser parler comme ça. Mais c'est vrai que les jeunes filles maintenant, comment imaginer qu'il y a si peu de temps, l'époque de leur mère ou de leur grand-mère, enfin je veux dire, c'était si difficile et les choses étaient si difficiles. Donc on a l'impression que les choses sont acquises, mais justement elles ne le sont pas encore suffisamment cimentées, je dirais, pour qu'on laisse aller et qu'on ignore que ça fait si peu de temps que c'est acquis.
Voilà. Et je crois qu'il faudra attendre que ce soit effectivement au niveau de la loi bien cimenté pour pouvoir peut-être passer à autre chose et oublier ça, parce que bon, faut pas toujours revenir bon, voilà, ça, faut regarder l'avenir, mais bon, l'avenir se regarde avec en étant enraciné quelque part, il faut pas l'oublier. Alors pourquoi donc, ben, en fait, tu as répondu à j'avais prévu de te demander pourquoi tu avais choisi d'écrire une saga. Bon, ben, c'est évident, maintenant tu nous l'as bien expliqué, puisqu'on voit tous les 20 ans à peu près l'évolution finalement de la situation des femmes à travers des histoires particulières. Voilà. Voilà. Alors bon là, au niveau de l'écart entre les deux livres, donc entre le premier et le deuxième, donc on a 18 ans. Entre le deuxième et le troisième, on aura une durée plus longue. Mais bon, qui correspond aussi à l'évolution des choses, quoi. Dans les années 60, on avait ces enfants jeunes, et puis pour les jeunes filles qui sont nées à ce moment-là, souvent les enfants sont arrivés plus tard. Donc Oui. pour que les filles de la troisième génération aient le même âge, il a fallu décaler un petit peu Oui. dans le temps. Oui, oui. Et puis je dirais aussi que les jeunes filles restent plus longtemps maintenant, peut-être à la maison aussi. Ouais, c'est-à-dire elles partent étudier, mais elles sont peut-être un peu plus couvées. Et c'est aussi la raison à cause du marché. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de voilà. Donc elles partent moins. Moi, je suis partie à 18 ans de la maison, par exemple. Mais bon, ma fille, bien qu'étant partie pour faire des études, elle n'est pas vraiment partie, quoi. Voilà. Oui, voilà. Mais bon, enfin là, en l'occurrence, elles sont étudiantes à chaque fois, plus ou moins. Oui. Donc voilà, c'est des situations sur ce plan-là qui sont un petit peu identiques, quoi. Sauf que bon, dans les années 60, elles étaient dans une pension de famille, voilà. quand même, avec des règles assez strictes. Bon, dans les années 2000, clairement, on n'a plus du tout la même chose. Mais on aura affaire à des jeunes filles du même âge, voilà, pour pouvoir avoir cette comparaison possible. Oui, c'est très intéressant. Est-ce que du coup, tu as découvert toi-même, en écrivant, des choses, non seulement sur l'histoire des femmes, mais aussi sur ta propre vie, voilà, ce qui a fait que tu es celle que tu es maintenant? Alors sur ce dernier point, j'avoue que je n'ai pas trop réfléchi à la chose. J'ai pas eu vraiment l'impression de me redécouvrir. Bon, cela dit, je fais partie d'une lignée. Bon, voilà, j'ai eu une mère, j'ai une fille, donc voilà, clairement, je suis aussi dans une lignée de femmes. Mais par contre, oui, j'ai énormément appris sur tout ce qui s'est passé dans les années 70, quoi. Parce que bon, moi, je suis née en 1967, donc c'est une période que je n'ai pas connue, les années 70, et j'ai fait des recherches du coup pour cette écriture, parce que comme tu le disais tout à l'heure, on suit ces jeunes filles sur l'année de leurs 18 ans, mais on évoque beaucoup leur enfance aussi. Donc ce qui s'est passé dans les années précédentes. Et du coup, oui, j'ai lu pas mal de livres sur cette époque-là, et c'est clair que bon, il y a des choses que enfin des informations, un contexte historique aussi que du coup je redonne dans ce livre et que je ne connaissais pas avant. Oui, un contexte historique, social, et puis également les groupes de musique, les mouvements, les noms qui revenaient, les mouvements politiques qui étaient très importants à l'époque aussi. Ouais, on voit tout ça. Alors là, c'est une question un peu plus intime. Est-ce que tu as des points communs avec tes personnages? Quels personnages et quels points communs? Alors, en fait, je crois qu'il y a un petit peu de moi pratiquement dans toutes les dans toutes les filles qu'on voit passer, parce que bon, voilà, oui, j'ai des points communs avec certaines personnes. Bon, j'étais étudiante aussi en 86-87, donc bon, rien que ça, c'est un point. Voilà, la deuxième partie, c'est plus proche de toi. Oui. Voilà, dans le deuxième tome, enfin là, clairement, on se situe dans une période que j'ai connue, et bon, j'évoque des événements auxquels j'ai pu participer aussi à l'époque. Donc ça ne veut pas dire que c'est ce que je raconte, autobiographique. Voilà, mais effectivement j'ai mis des choses de ce que j'ai pu connaître moi. Oui. Après, en termes de caractère, bon, on peut, j'ai plus été un peu comme Marie-Vonne dans le premier, dans le Frisson de la liberté, une petite fille assez réservée, bon, pas aussi peureuse que Marie-Vonne, parce que bon, elle est quand même un peu excessive sur ce plan-là. J'ai aussi un point commun avec Jacqueline, dans le sens où, comme elle, j'ai sauté une classe au même âge. Après, plus tard, dans Le poids de la colère,
On a Elena qui fait des études d'informatique, c'est les études que j'ai faites à ce moment-là. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça qui sont reprises, mais aucune de ces femmes ne me ressemble vraiment. Mais en même temps, il y a un petit peu de Tu moi as dans tout. piqué un peu de toi pour parsemer comme ça tes personnages, Voilà, oui, c'est ça. d'accord. Mais c'est intéressant sur la façon effectivement, dont on pratique quand on écrit pour rendre les personnages vivants finalement. Oui, On- parce qu'après, là, on parle de ce qui vient de moi, mais il y a des tas de choses qui viennent ou de ma mère, ou d'amis, ou de ma fille, pour certaines choses aussi. Donc, enfin, c'est clair que mes personnages, je les construis souvent en reprenant des caractéristiques que je connais autour de moi. oui. Alors donc en fait, quand on arrive à cette histoire de rendre les personnages vivants, on a ces deux mères qui sont très très différentes et dont l'une est adoptive. Alors pourquoi tu as fait le choix? Pourquoi tu as fait ce choix-là? Ça m'a fait penser un peu à un film de Nicole Garcia, je crois que c'était Le Fils préféré, quelque chose comme ça, où le père, alors c'est autre chose, hein, mais la particularité du film, c'était qu'il avait trois fils et que le fils qu'il préférait était celui qu'il avait adopté. Pas parce que les autres étaient déméritants, hein, mais c'était comme ça, c'était son cœur, c'était un allant, c'était une fusion qu'il y avait entre eux et qui ne le lui rend pas forcément. D'ailleurs, le fils, c'est très Mmh. beau ce rapport. Toi, c'est autre chose. C'est parmi les deux mères, je dirais, la particularité, ben, finalement, c'est celle qui n'est pas mère biologique qui est la plus mère entre guillemets. Voilà. Alors, pourquoi tu as fait ce choix Comment voilà. Est-ce que c'était instinctif? Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Est-ce que voilà. Ben, écoute, je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment choisi d'avoir une mère adoptive. C'est vrai que là, je ne saurais même pas te dire pourquoi j'ai pris cette option-là. Après, sur le fait qu'il y en ait une qui soit, enfin, pratiquement la mère idéale telle qu'on peut l'imaginer, et l'autre beaucoup moins. Pour moi, c'est plus lié au désir d'enfant ou pas, et à la façon dont ce désir d'enfant se concrétise, quoi. Parce que là, les deux situations sont vraiment très différentes. Bon, comme tu disais tout à l'heure, on peut pas trop en dire pour ne pas spoiler Non, le oui. truc, mais la mère adoptive, elle a vraiment fait toute une démarche pour avoir cette fille, et ça correspond vraiment à quelque chose. Enfin, elle a toujours eu envie d'avoir des enfants, quoi. Jacqueline, elle est plus, cet enfant lui tombe un peu dessus, on va dire, sans que ce soit prévu du tout, et puis dans une situation compliquée. Donc, elle a déjà du mal avec elle-même. Elle n'arrive plus trop à savoir où elle en est, et à gérer sa vie à elle. Donc, le fait d'avoir sa fille en plus, ça lui rend les choses quasiment insurmontables. Et en fait, c'est ça qui fait la différence. Et pour moi, le fait qu'il y ait d'une part une adoption et de l'autre part une enfant biologique, c'est pas le point central de Non. l'histoire, si tu veux. C'est Oui, je plus comprends. voilà, la façon dont l'enfant est arrivé, et c'est un contexte global qui fait que il y en a une qui a pu tisser une relation géniale avec sa fille, et l'autre qui n'a pas réussi. Oui, oui, d'accord. Mais néanmoins, je trouve que si Maryvonne avait eu une fille biologique, le rapport ensuite qu'elle a avec sa fille aurait fait un peu mièvre. Tu vois, ça aurait fait un Peut-être. peu la mère idéale. Enfin, donc tu as trouvé finalement un bon moyen pour rendre cette histoire de mère idéale, on va dire, ou de bonne mère, de vraiment très bonne mère, crédible. D'accord. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et Bon, donc, il faut alors, qu'intuitivement, je l'ai senti. oui, tu as senti, oui, 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 oui. Et donc, j'aimerais bien maintenant. Donc, tu as dit que ce roman-là, tu l'avais travaillé euh, plus que l'autre, enfin, c'est-à-dire que l'autre, c'était venu un peu au fur et à mesure de l'écriture, et que là, tu avais vraiment pensé la trilogie, enfin, etc. Donc, est-ce que tu as des recettes pour organiser la structure de tes récits, alors par roman, et là, pour la saga complète? Alors ça m'intéresse directement, parce que je suis en train de travailler sur une nouvelle trilogie, parce que moi aussi, Rosie Maldon, j'ai un peu écrit au fur et à mesure, et alors que là, je travaille sur une trilogie, effectivement, j'en suis à la fin du premier,
Mais donc, voilà, je voudrais comparer un peu, savoir comment tu as fait, toi. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir t'aider beaucoup. Non, non, pas m'aider, mais c'est de la curiosité, c'est tout. Non, parce qu'en termes de recettes, je pense justement que je ne suis pas très organisée au niveau de l'écriture. Bon, pour en rester sur le mot recette, c'est un petit peu comme quand je fais de la cuisine, quoi. Moi, j'improvise beaucoup avec ce que j'ai sous la main, avec l'intuition du moment. Tiens, et si je rajoutais ça, voilà. Et si, Et finalement, l'écriture, c'est un peu la même histoire, quoi. Mais tu sais que c'est la méthode des Américains, le et si. Hein? Et si il était marié, et si sa femme avait fait ça, et si sa fille ne l'aimait pas, et si son fils était un assassin potentiel, voilà. Ils utilisent le et si, donc je vois que tu l'utilises naturellement aussi. Alors. Ouais, ouais. Et alors pour revenir un petit peu sur le chat du jeu de quilles aussi, les choses qui m'ont fait, alors c'est un peu du et si effectivement, mais ce qui a fait évoluer l'histoire dans un sens que je n'avais pas forcément prévu au départ aussi, c'est les retours des lecteurs. Ah oui. Suite au premier tome, parce que donc quand le premier était sorti, bon le deuxième était déjà bien avancé, mais le troisième pas du tout. Et donc les gens imaginaient des choses, des suites possibles, parce que bon, enfin juste pour donner un petit peu sur cette trilogie, en fait on a chaque tome qui répond à une question centrale, et donc on a une partie d'enquête là-dessus, mais qui le premier et le deuxième se terminent sur une interrogation qui sera résolue dans le tome suivant. Et du coup, les gens se sont posé plein de questions. Et ils ont imaginé plein de trucs. Et ça m'a servi pour finalement construire la suite. Après, pour te répondre sur vraiment un livre en particulier, comment je le construis, je suis pas non plus super bien organisée. Bon, il y a quand même eu des petites, je me suis donné des petites règles, donc notamment puisqu'on a dit qu'on était dans le frisson de la liberté et le poids de la colère sur une année, mais avec des retours dans le passé. Unité de lieu, donc unité de temps. Voilà, et de lieu, puisqu'on est à Montpellier, hein, et le petit village est Montpellier. Voilà, tu as 2 unités quand même. Voilà, oui, c'est ça. Que tu respectes. Et au niveau du temps, donc j'ai essayé en général, c'est sur la première moitié du livre qu'il y a des retours en arrière pour pouvoir bien resituer et puis mieux comprendre la situation actuelle aussi, parce que sinon c'est un peu plus compliqué. Et la deuxième moitié, en général, on est vraiment plus dans l'année concernée vraiment par l'histoire. Et alors pour mieux visualiser un peu les choses, ce qui m'arrive de faire, c'est je prends des petites fiches Bristol sur lesquelles je mets juste une phrase pour moi me rappeler un peu le contenu principal du chapitre, et j'indique dessus l'année ou en tout cas la période à peu près au cours de laquelle ça se trouve, et après j'ai mes petites fiches, donc je les pose sur mon bureau, et puis ça me permet de voir, moi je suis assez tactile quoi, enfin je pourrais faire ça sur écran, mais ça n'aurait pas le même effet, et donc éventuellement je déplace mes petites fiches en me disant tiens, ici ce retour sur les années 72, sur l'année 72 par exemple, est-ce que je le déplacerai pas 3 chapitres plus loin ou... Voilà, donc j'ai ce petit jeu-là entre guillemets pour construire le livre. Mais ça, c'est à l'intérieur d'un livre, quoi. Oui. Après, bon là, du coup, ce que j'ai fait aussi pour cette trilogie-là, c'est que je me suis fait l'arbre généalogique de famille. Parce que les dates sont vachement importantes. Voilà, parce que là, pour l'écriture du troisième, ça commence à devenir... parce qu'à chaque fois, on continue à suivre. Je veux dire, dans le troisième, on aura toujours Jacqueline et Maryvonne. Et on aura Isabelle et Helena. Donc, voilà, la génération suivante. Bien sûr. Voilà, donc ça commence à faire du monde. Et les maris et les grands-parents. Les voilà. Cousins, voilà, donc ça fait... c'est une saga, quoi. En fait. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle une saga. Mais écoute, on arrive au moment que je préfère moi, parce que je vais lire. De tout ce qu'Isabelle n'aimait pas chez sa mère, c'était sans doute son oisiveté qui l'exaspérait le plus. Comme si une femme de militaire était une activité en soi. Tu n'as jamais eu envie de travailler, avait-elle demandé à Jacqueline un jour. Sa mère lui avait jeté un regard un peu perdu. Travailler ? Non. Pourquoi faire ? Et puis, tu es arrivée si vite. Comme si tout était de sa faute à elle. Comme si c'était elle qui avait décidé de naître justement à ce moment-là. 6 mois après le mariage de ses parents. Il suffisait de savoir compter, jusqu'à 9,
pour comprendre que ce n'était pas Isabelle qui avait été pressée de venir au monde, mais ses parents qui avaient brûlé les étapes. Et maintenant, on ne peut pas dire que tu passes beaucoup de temps à t'occuper de moi. J'ai passé l'âge. Tu pourrais trouver un boulot. Maintenant, à mon âge? Ben quoi, à ton âge? T'as 36 ans. Tu vas pas me dire que tu te trouves vieille. Voilà. Donc j'ai choisi celui-là parce que j'aime bien l'histoire du travail et du regard que porte la fille sur sa mère à ce moment-là. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi l'auto-édition depuis le début, Florence? Pourquoi en fait, il y a fort longtemps, j'avais fait des tentatives en maison d'édition, mais à l'époque, on parlait même pas de livres numériques, hein, donc voilà, c'était très ancien. Et puis après, bon, les tentatives s'étaient soldées par on va dire, une expérience malheureuse avec une soi-disant maison d'édition qui m'avait un peu truandée, on va dire. Donc, ce qui m'avait incité à ce moment-là à m'auto-publier en papier. Et puis, quand le numérique est arrivé, il se trouve que moi j'étais en contact déjà depuis un moment avec Jean-Philippe Touzeau, Oui. que tous les auteurs indépendants connaissent, donc qui lui a vraiment publié sur Kindle dès que c'est arrivé en France, et puis qui m'a très vite encouragé à le faire aussi. Et en fait, le tout premier livre que j'ai publié à ce moment-là, c'était un livre pratique dont on n'a pas parlé là depuis le début, qui s'appelle Devenir biographe. Et je savais que c'est un thème vraiment spécifique, et de toute façon, c'est clairement le genre de livre qui n'aurait pas pu intéresser une maison d'édition parce que le marché est beaucoup trop restreint. Voilà, donc du coup, l'auto-édition s'est imposée aussi bien en papier qu'en numérique. Et puis, à partir du moment où on y a goûté, ma foi, c'est tellement la facilité de publication, la rapidité de retour. Enfin, c'est vraiment une façon de faire qui est géniale, quoi. Donc, une fois qu'on y a goûté, on a juste une envie, sentiment de liberté aussi. Ouais. Donc, tu es satisfaite de ce rapport à l'auto-édition jusqu'à présent, mais j'ai l'impression, j'ai entendu des rumeurs que tu étais en train de te transformer en auteur hybride, c'est-à-dire un auteur qui va être édité par un éditeur traditionnel. Donc, est-ce que ça fait partie des belles surprises que tu as traversées, ou voilà, quelles sont les belles surprises que tu as eues depuis que tu t'auto-édites? Alors les belles surprises, j'ai envie de dire que chaque nouveau lecteur, c'est une belle surprise. Chaque nouveau commentaire positif sur Amazon, c'est une belle surprise parce que on se rend compte qu'on a pu toucher des gens, on voit comment ce qu'on a écrit a été reçu, et ça c'est toujours un moment intéressant. Dans les autres belles surprises, ça a été toutes les rencontres avec les autres auteurs, comme avec toi, comme avec plein d'autres. De se retrouver, finalement que des gens passionnés par ce qu'ils font, et puis avec un esprit d'entraide et de soutien qui est assez phénoménal, qu'on retrouve tout de même rarement ailleurs dans la société. Donc ça a été, on a vraiment la sensation de faire partie d'une famille, d'un truc soudé et qui donne de la force. Et puis effectivement, cette dernière surprise, puisque donc ce n'est pas du tout une rumeur, effectivement, Le Chat du Vieux de Quille, le premier tome est actuellement en librairie, puisqu'il est sorti au mois de janvier, voilà. Donc ça ne faisait pas du tout partie de mes objectifs ni de mes attentes, mais bon, un éditeur a remarqué le livre numérique et m'a contacté, m'a dit qu'il avait envie de le publier, que ça lui plaisait, et on a discuté pour se mettre d'accord sur les conditions, et le premier tome est donc actuellement en librairie, et le deuxième et le troisième suivront. En fait, c'est selon les ventes en librairie. Si l'éditeur est satisfait, ça suivra. Sinon, l'expérience s'arrêtera là. Mais dans tous les cas, c'est effectivement une surprise et une cerise sur le gâteau, quoi, bien puisque sûr, ce n'était pas du tout prévu à l'origine.
Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'achètent pas sur Amazon. Bon, pour X raisons, on peut les comprendre parfois, mais donc c'est formidable quand on a un livre en papier de pouvoir dire aux gens qui vous croisent et à qui vous dites que vous écrivez, vous pouvez trouver mon livre en librairie, parce que quand on dit que le livre n'est pas en librairie, il y a une lueur bizarre qui passe dans les yeux des gens. Oui, mais clairement, ça permet de toucher plein de gens supplémentaires qui ne lisent pas en numérique, parce que bon, là, on parle d'Amazon, mais enfin, en dehors du fait Amazon lui-même, il y a encore des tas de gens qui ne se voient pas lire en numérique. Alors bon, ça me fait toujours un peu sourire, parce que enfin bon, je crois qu'on a tous été un peu pareil à l'origine, à se dire lire en numérique, oulala. Et puis maintenant, moi je lis plus en numérique qu'en papier. Aussi, et bon, voilà, quand on a commencé, on se rend compte que c'est pas le support qui compte, c'est l'histoire. Et l'histoire, ma foi, elle est tout aussi prenante et bouleversante si elle est en numérique que si elle est en papier. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, ça apporte le fait d'avoir un livre en librairie, ça. Ça ajoute dans l'esprit des autres, ça ajoute une légitimité, ça donne plus de poids, quoi. On est plus écrivain si on a un livre en librairie que si on a que du numérique. Oui, formidable. Bon, alors tes projets, j'imagine que tu as eu l'air de dire que ton tome 3 était quasiment fini déjà. Où est-ce que tu en es pour le tome 3 de la trilogie Alors, le tome 3, donc le premier jet, il avait été écrit fin d'année 2016, là. J'ai laissé reposer parce qu'il me faut toujours un petit peu de temps, moi, enfin, me mettre un peu à distance avant de retravailler dessus. Et là, j'ai très exactement terminé hier soir la première étape de relecture. On a la primeur. Voilà. Donc là, je commence à l'envoyer à des bêta-lecteurs. Et donc je leur laisse quelques semaines pour lire, faire les retours, et donc après j'attaquerai la dernière relecture, les dernières modifs, la correction finale, et donc l'objectif c'est une publication, je pense, fin mai ou tout début juin. D'accord, oui. Fais attention aux élections. Comment ? Fais attention aux élections qui occultent tout l'intérêt des gens. Voilà, donc il faudra peut-être attendre que tu attendes après la fin des élections, je sais pas. Les élections, c'est début mai, enfin le présidentiel. Non, après n'oublie pas qu'on a les élections législatives qui vont suivre en juin. Ouais, mais je pense que ça va peut-être moins passionner. Enfin bon, on verra. Ouais, tout dépend de ce qui s'est passé aux élections présidentielles. Voilà, bon. Donc, je souhaite vraiment encore un grand succès au tome 3 de la trilogie. J'ai hâte de le découvrir moi aussi. Donc, voilà, je vais le lire avec plaisir. Je voudrais savoir ce que deviennent, voilà, ce qui va arriver, le destin de tes personnages, qui sont effectivement très attachants et voilà, qu'on a envie de suivre. Quoi. Donc, je te remercie Florence de nous avoir parlé comme ça de tes romans, c'est absolument passionnant. Moi j'y ai pris beaucoup de plaisir. Dommage que le son de j'ai été moins bavarde que d'habitude parce que c'est peut-être mieux parce que de mon côté le son n'était pas très bon. Vous aurez sous la vidéo. Voilà, tu vois, de nouveau ça commence. Vite, je dis vite, vous aurez sous la vidéo des liens pour suivre Florence partout où vous pouvez la trouver, en livre, sur son blog, enfin voilà. Et je suis très contente de te retrouver aussi pendant le Salon du Livre. Je vais essayer de publier ça juste avant le salon ou juste après. Voilà, en tout cas, courant mars encore, voilà, fin mars. Voilà, parce que je veux que tu sois l'auteur du mois de mars. Parce que j'essaye d'en faire un par mois. Voilà, et je te remercie vraiment beaucoup. Ça a été un grand plaisir et je te souhaite beaucoup de succès dans tous tes romans et surtout de continuer à écrire. Et parce que voilà, tu aimes ça et que c'est des bons moments. Je t'embrasse, Florence. Ciao. Écoute, Alice, moi je te remercie aussi beaucoup parce que c'est vrai que c'est toujours sympa. Et puis là, ça change un petit peu. Oui, d'habitude, on est plus sur comment on s'en sort une fois que le roman est fait. Et là, le fait de parler de comment on en est arrivé à écrire, c'est une autre thématique et c'est tout aussi intéressant. Et puis je me réjouis aussi de te retrouver à Paris la semaine prochaine. Et oui, j'ai choisi de faire ça parce que je trouve qu'il y a suffisamment de gens qui parlent de comment arriver
arriver à mettre son livre en avant quand on s'auto-édite. Alors ça intéressera peut-être moins de personnes, hein, cette façon de faire, mais c'était pour me faire plaisir à moi. Voilà, j'ai envie de parler de romans, quoi. Voilà, il y en a marre de parler toujours de... Il y a une blague qui dit les romanciers parlent enfin les écrivains parlent de littérature avant d'être édité, et à partir du moment où c'est édité, ils parlent de chiffres et de droits d'auteur. Ah ouais. Et alors là, cette blague courait dans les milieux avant que l'auto-édition existe. Alors maintenant, je dirais, les écrivains en herbe parlent de littérature avant d'écrire, et puis après, ils parlent plus de marketing. Voilà. Alors nous, on a parlé de bouquins, et voilà, ça fait du bien. Ouais, ça fait beaucoup de bien. Parce qu'on est dans une société de chiffres et il y en a un peu marre, quoi. Voilà. Il faut penser aux êtres humains, et ce sont des êtres humains qui écrivent les livres et qui parlent d'êtres humains. Voilà. Merci beaucoup, Florence. À très bientôt au Salon du Livre. À bientôt. Ciao.